À la demande de plusieurs de colombophiles en matière de consanguinité, il ressort que la plupart ne connaissent pas le sujet et souvent sèment la confusion. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'éclaircir en détail la consanguinité chez le pigeon. Malheureusement, il n'est pas possible de commencer directement le débat sans avoir au préalable introduit quelques notions de biologie, pour la bonne compréhension. Nous citerons comme exemple les plantes et les animaux. Ils sont constitués de cellules. Chaque cellule contient un noyau qui baigne dans le milieu cellulaire. Dans le noyau, se trouvent des filaments très spéciaux qui sont appelés chromosomes et qui supportent dans un ordre déterminé les gènes qui contiennent le matériel chimique impliqué dans la transmission des caractères héréditaires. Les gènes sont les unités de l'hérédité. Chaque espèce animale possède un nombre déterminé de chromosomes, le pigeon en a 80. Les chromosomes sont 2 par 2, le pigeon a donc ainsi 40 paires de chromosomes. Chaque paire de chromosomes a un aspect et une forme caractéristiques, allongée, courte, épaisse, mince, en forme de bâton ou courbée, de sorte qu'un spécialiste peut les reconnaître. Les deux chromosomes d'une paire sont appelés chromosomes homologues. S'ils ont le même aspect extérieur, ils ne sont pas forcément identiques. En effet, les gènes que supporte un chromosome peuvent être différents de ceux de son homologue d'un point de vue purement génétique. Les formes alternatives sous lesquelles un gène peut se montrer sont appelées allèles. Le point de départ d'un organisme est constitué d'une cellule féminine, l'ovule fécondé par une cellule masculine, le spermatozoïde. Cet ovule fécondé va se scinder en 2 cellules filles, puis par après en 4, et ainsi de suite jusqu'à la création d'une autre créature. Avant qu'une cellule ne donne naissance à 2 cellules filles, chaque chromosome va se diviser dans le sens de la longueur en 2 parties égales, cela s'accompagne d'une scission de chaque gène. Ce processus de base se produit lors de chaque division cellulaire, ce qui fait qu'on retrouvera dans chaque cellule corporelle du pigeon les 80 chromosomes typiques. La consanguinité est considérée par de nombreux colombophiles comme une maladie honteuse, à vrai dire très mal définie, mais qui sert souvent à expliquer ou à justifier les nombreux problèmes et échecs rencontrés dans l'élevage du pigeon. Il est donc utile de démystifier cette notion, très mal comprise le plus souvent, et confondue avec toute autre chose. Au sens génétique du mot, la consanguinité, c'est la culture entre membres de la même famille. Si on cultive entre les membres d'une même famille, c'est qu'ils ont tous des qualités que nous cherchons à reproduire. On cultivera donc en consanguinité une famille où il y a de nombreux bons pigeons, de manière à tenter d'augmenter le pourcentage de bons pigeons révélés chaque année. Mais les caractères de chaque pigeon sont multiples. Il y a ceux que nous voyons, palpons, c'est le phénotype, tel caractère de l'ossature, long, court, profond, plat, etc., du plumage, couleur, forme des rémiges, épaisseur du plumage de couverture, et de l'œil, etc. Il y a les caractères cachés qui peuvent réapparaître lorsqu'il existe également chez le conjoint, caché c'est-à-dire récessif, c'est le génotype. Et puis il y a ce que nous cherchons tous, la qualité sportive. Ça on le constate, on cherche à l'expliquer mais ça n'est pas évident. Toutes les théories qui ont vu le jour à travers toute l'histoire de la colombophilie avaient toutes pour objectif de permettre la détection, a priori, du bon pigeon. Tout l'art de la consanguinité sera donc d'accoupler ensemble des pigeons ayant des caractères physiques semblables, une valeur sportive égale et ayant une origine commune. En effet, beaucoup de caractères héréditaires sont à gènes multiples. Par exemple la couleur de l'iris. On pourrait penser que le caractère œil rouge est un caractère simple et que quand on accouple un œil rouge avec un œil blanc, on tire des jeunes œils rouges et des jeunes œils blancs. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Dans chaque couleur de base, soit brun, jaune, rouge, blanc, il y a plusieurs gènes caractères héréditaires. Comme le brun domine le jaune-rouge qui lui-même domine le blanc, aucun pigeon n'a un œil pur. Par exemple, un œil rouge contient non seulement au moins un caractère jaune mais encore peut-être un caractère blanc. D'où l'extrême variabilité dans la couleur des yeux des descendants selon qu'il y a plus ou moins de caractère jaune par rapport au rouge, et de caractère blanc, récessif. On peut seulement dire qu'il y a couleur pure quand l'œil est blanc, encore que cet œil est plus ou moins sablé de rose. On voit l'extrême complexité de l'affaire. Ajoutons que chez les macaws l'iris est décoloré en proportion des plumes blanches et apparaît alors partiellement noir, en fait il est décoloré et c'est la rétine noire, qu'on voit dans le fond de l'œil. L'accouplement frère et sœur, à la condition absolue que tous deux soient d'excellents pigeons voyageurs, donne une très bonne proportion de bons pigeons, parfaitement normaux. Ces pigeons issus de frères et sœurs sont aussi de bons reproducteurs, en particulier accouplés avec un conjoint lui aussi issu de frères et sœurs d'une autre origine.
Chaque colombophile a envie d'améliorer la qualité de sa colonie en écartant les oiseaux inaptes, triés, et en choisissant au mieux ses futurs reproducteurs, sélectionnés. Par cette méthode, il essaie de fixer les caractéristiques favorables de ses favoris. D'abord, il faut remarquer que les bonnes caractéristiques ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ainsi y a-t-il beaucoup de colombophiles qui aiment par-dessus tout avoir une colonie uniforme au point de vue de la forme et de la couleur. Ces derniers s'inspirent de ce qui se passe pour les pigeons de fantaisie. C'est en effet une tâche relativement facile de fixer des caractères déterminés comme la couleur du plumage et d'arriver rapidement à une certaine uniformité. Ils oublient que nous avons affaire à des pigeons voyageurs. Lorsqu'il s'agit de caractères quantitatifs, c'est le cas chez le pigeon voyageur, nous nous heurtons à la difficulté des gènes récessifs. Ces derniers n'apparaissent que si les gènes sont présents à l'état double, homozygote, un du père et un de la mère. Ceci est plus facile à réaliser en accouplant des sujets apparentés puisque ceux-ci ont plus de chances d'être dotés des mêmes facteurs. Maintenant, si nous prenons en considération que les facteurs récessifs sont en majorité défavorables, nous comprenons mieux les dangers liés à la pratique de la longueur de l'aile, etc. L'amélioration des résultats au concours qui nous intéresse le plus. Est-il possible d'obtenir chez le pigeon voyageur une plus-value ? En principe oui, mais il suffit pour s'en persuader de penser aux moyens financiers dont il faut disposer, ainsi que de l'espace nécessaire pour la mise en œuvre d'un tel projet. Je crois que même les installations immenses, dont disposent actuellement certains colombophiles, avec plusieurs milliers de pigeons, ne pourraient suffire à détenir plusieurs lignées pures croisées ensuite entre elles. Ajoutons à cela les difficultés d'une multiplication limitée, il n'est pas possible d'élever les pigeons à la chaîne. Il y a cependant des indications qui ne trompent pas. Il s'agit des pédigrés des vainqueurs nationaux et internationaux ou d'autres champions de fond issus de croisements. Je suis persuadé qu'il n'est pas possible de donner des recettes sur la façon de procéder pour atteindre le but. Quel matériel prendre au départ? Quelles sont les limites à ne pas franchir dans la pratique de la consanguinité? Il en est toujours ainsi quand la situation de tout un chacun est différente. C'est ainsi que chacun, par exemple, a une prédilection pour un système de jeu ou pour une certaine distance. La confiance dans les pédigrés a en effet beaucoup d'importance, cela permet de vérifier si les pigeons proviennent de croisements multiples ou bien s'ils appartiennent à une famille noble, où les chances de faire ressortir des combinaisons favorables sont plus élevées. En outre, je désire insister sur quelques points importants et surtout pour celui qui doit travailler avec des moyens limités. Pour former une colonie ou lors d'une nouvelle introduction, il faut acquérir de préférence la base, chez des amateurs sérieux dignes de confiance qui sont spécialisés dans le même type de jeu que celui qui est envisagé. Mieux vaut des pigeons provenant de 2 pigeonniers que des oiseaux issus de nombreux colombophiles. Ne pas se laisser séduire par la gloire passée des grands noms. Celui qui peut se permettre d'acheter un pigeon à palmarès en vue de le mettre à la production doit également savoir que son pédigré est aussi important que sa liste de prix. L'arbre généalogique doit mentionner plus que le père et la mère. Il doit porter sur plusieurs générations. Il ne faut surtout pas jouer les animaux achetés qui doivent servir de base et attendre d'avoir un certain nombre de descendants avant d'effectuer des essais. Au début de la formation de la colonie, il faut enlogger les jeunes et élever, surtout les femelles, souvent au concours et ne pas se contenter d'en jouer quelques-uns bien préparés sur 1 ou 2 étapes. Ils sont donc, tous placés dans les mêmes circonstances, ce qui permet de porter un jugement valable en vue de les sélectionner. Lors de cette sélection, il faut toujours avoir présent à l'esprit les résultats et ne pas se laisser influencer par des détails. Il faut être très prudent avec une consanguinité étroite et préférer un élevage de famille en système fermé, en permettant toutefois l'introduction limitée de nouveaux sujets au cours des années. Si c'est possible, il faut toujours essayer d'introduire des pigeons qui ont un peu de sang commun avec les bons voiliers que l'on possède déjà. Quand une combinaison de croisements fonctionne aussi bien, il n'y a pas de doute, quelque chose de spécial s'est passé. Les paires de gènes spécifiques sont d'une telle qualité par rapport aux autres qu'ils ont tendance à dominer. C'est ce qu'on appelle une superdominance ou épistasie. Cet effet exceptionnel ne se produit que dans des circonstances très rares. Il y a très peu d'exemples connus où ces combinaisons répétées ont fonctionné aussi bien ainsi et ont produit de nombreux champions. Ceci doit être très soigneusement cultivé, parce que le succès à cette fréquence et à ce niveau nécessite un peu plus qu'une simple chance. Pour finir, n'ayez plus peur de la consanguinité, mais apprenez à vous en servir. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.